En 1943, à Grosse Île, des scientifiques canadiens se sont mis à produire de l'anthrax, ou bacille du charbon, une des bactéries les plus dangereuses qui soient. Il y avait 3 grands secrets durant la guerre. La recherche sur la bombe atomique, le décryptage des messages allemands et troisièmement, la mise au point d'une arme biologique. Et c'est cette production qui a commencé ici. Au-delà des ravages des bombardements, les Britanniques appréhendent une attaque nazie à l'arme biologique. Déjà, des articles de journaux avaient bouleversé l'opinion publique en affirmant que les Allemands possédaient ces armes. Au Canada, un scientifique est lui aussi convaincu que l'Allemagne nazie s'apprête à se lancer dans une guerre de microbes sans précédent. C'est Frederick Banting, prix Nobel de médecine pour son rôle dans la découverte de l'insuline. Il deviendra l'un des hommes les plus influents dans la mise en place des programmes de guerre biologique des Alliés. Dès 1939, il rencontre de hauts responsables britanniques. Il tente de les convaincre de se doter d'armes biologiques. Ce que peu de gens savent, c'est que la guerre biologique doit en partie son origine au génie de Sir Frederick Banting, l'homme qui a découvert l'insuline. C'est assez ironique d'ailleurs. L'homme qui a contribué à sauver des millions de vies grâce à l'insuline, qui a gagné le prix Nobel, est aussi celui qui a poussé pour la recherche sur la guerre biologique. Les recherches vont s'accélérer dans des laboratoires universitaires. Banting multiplie les expériences sur des agents de guerre chimiques, dont le gaz moutarde. Il fera d'ailleurs un essai sur lui-même, une expérience qu'il regrettera. Banting veut trouver l'arme qui freinera l'armée nazie. Il en fait son obsession. Il écrit d'ailleurs dans son journal personnel: « Nous devons tuer 3 ou 4 millions de jeunes Allemands, sans merci, sans pitié. Il est de notre devoir de les éliminer. » Les Japonais mènent des expériences terrifiantes dans ce domaine en Mandchourie. Peste, typhus, choléra et anthrax feront des milliers de victimes. Les Japonais ont été pris la main dans le sac d'avoir fait, eux, des attaques bactériologiques en Chine. Donc là, on se dit, puisque les Japonais le font, ils ont dû en parler aux Allemands et on peut avoir cette crainte. Des craintes toutefois non fondées, selon des recherches récentes dans les archives allemandes. L'Allemagne nazie n'était en aucune façon préparée pour une guerre biologique. Évidemment, il existait des mesures de défense et de prévention contre une attaque du point de vue médical. Ils étaient très préparés. Hitler l'avait interdit en 1942. Même si l'armée allemande, les officiers et les militaires avaient essayé de changer son avis à plusieurs reprises, Hitler avait formellement refusé toute activité dans ce secteur. À Berlin, d'autres experts arrivent à la même conclusion. Les Britanniques sont persuadés du contraire. Ils mettent sur pied un laboratoire secret au centre de recherche militaire de Porton Down, près de Londres. C'est là que va naître le projet N, le nom de code militaire pour l'anthrax. L'ordre est donné de tester une bombe à l'anthrax. Le lieu est choisi, Greenard, une petite île inhabitée au nord-est de l'Écosse. Les scientifiques vont expérimenter l'anthrax sur des moutons. Après 3 jours d'exposition à la bactérie, toutes les bêtes sont mortes. L'expérience démontre l'efficacité redoutable de l'anthrax. Mais le succès militaire tourne bientôt à la catastrophe. Toute l'île est contaminée. Des spores d'anthrax parviennent même jusqu'à la côte, décimant des troupeaux entiers. Les Britanniques vont donc chercher un endroit mieux isolé pour poursuivre les expériences. Ils se tournent vers l'une de leurs anciennes colonies, le Canada. Un scientifique canadien de l'Université Queen's, Guilford Reed, travaille déjà sur ce nouveau type d'arme. Les recherches sont coordonnées par 2 professeurs de l'Université McGill à Montréal.
Otto Maass du département de chimie et E.G.D. Murray du département de microbiologie. Murray dirige le M1000, un comité secret du Conseil national de la recherche. Il va convaincre les États-Unis de se lancer eux aussi dans la recherche sur les armes biologiques. Fin avril 1942, le gouvernement américain autorise secrètement la mise sur pied d'un programme de guerre biologique. Sa priorité, développer un vaccin contre la peste bovine. Ce virus pourrait décimer le bétail s'il était introduit en Amérique du Nord par l'ennemi. De leur côté, Britanniques et Canadiens veulent poursuivre le développement de l'anthrax comme arme de destruction massive. Ces délicates recherches avec des agents mortels commandent un lieu stratégique et secret. À la deuxième réunion du comité M1000, les membres ont dressé une liste des agents biologiques les plus menaçants. Le secrétaire d'État américain Henry Stimson avait déjà affirmé que la peste bovine constituait la menace la plus grave pour l'Amérique du Nord. Un point de vue que partageaient Murray et Charles Mitchell, le chef vétérinaire canadien. Le comité a donc aussitôt discuté d'un endroit pour mener les recherches. Et le nom de Grosse-Île a été mentionné. Pour Mitchell, toutefois, cette île était située trop près de la ville de Québec et elle n'était pas assez isolée. Grosse-Île n'est qu'à 4 milles de la côte. Selon Murray et Mitchell, il faudrait une distance de 50 000 pour éviter tout risque de propagation. Mais les dissidents se rallient finalement à la majorité. L'entente secrète Canada-États-Unis est finalement conclue au château Frontenac de Québec en juillet 1942. Churchill commande alors à son état-major d'accélérer le projet N. Il souhaite obtenir 1 demi-million de bombes à l'anthrax. Oui, Churchill ne se soucie pas de la question morale. Même très explicitement, il demande à ses chefs militaires dont il requiert l'avis de ne pas s'occuper de considérations morales. Et il le dit dans des termes à la fois comiques et méprisants. Ne jouez pas aux vieilles filles qui chantent des cantiques, etc. L'état-major britannique esquisse alors un plan d'attaque, une véritable opération de terreur biologique. On veut utiliser ces centaines de milliers de bombes à l'anthrax pour éliminer les populations de 6 villes allemandes. Et la Chapelle, Wilhelmshaven, Stuttgart, Francfort, Hambourg et Berlin. Cette production totalise maintenant 439 litres d'anthrax. D'après des spécialistes consultés, ces 439 litres représentent néanmoins 70 milliards de doses mortelles. Théoriquement parlant, il y avait assez d'anthrax à Grosse-Île pour détruire 30 fois la population mondiale de l'époque. À la mi-septembre 1944, c'est la deuxième conférence de Québec. Le premier ministre Mackenzie King accueille ses homologues Roosevelt et Churchill. Malgré sa présence lors des photos officielles, King ne participera pas aux discussions sur les stratégies des Alliés. Roosevelt s'y oppose. Quant au projet N, les gouvernements québécois d'Adélard Godbout et de Maurice Duplessis seront tenus dans la plus complète ignorance. Les décisions sur les armes biologiques et les expériences à Grosse-Île se prennent ailleurs. Les États-Unis ont entrepris depuis quelques mois leur propre programme de production massive d'anthrax dans les nouveaux laboratoires militaires de Fort Detrick au Maryland et de Vigo en Indiana. Les États-Unis comprennent alors qu'ils sont désormais les grands producteurs d'armes de cette guerre et qu'ils sont les mieux placés pour fabriquer ces armes de guerre biologiques. C'est à ce moment qu'est venue la commande pour produire 1 million de bombes à l'anthrax. Seules 5000 bombes d'anthrax seront finalement produites et envoyées en Angleterre.
La reddition de l'Allemagne en mai 1945 et la mise au point de la bombe atomique vont mettre fin à ce projet d'utilisation de l'anthrax comme arme de destruction massive. L'aventure canadienne sur l'anthrax à Gros-Îles aura duré près de 2 ans, une histoire qui demeure encore nébuleuse. Beaucoup d'archives que nous avons consultées tout au long de cette enquête sont incomplètes, biffées ou pire, absentes. Il y a certains documents qui ont été perdus, puis c'est une malheureuse chose parce que les documents existaient encore au début de l'année 1990. Et lors d'un déménagement de la bibliothèque centrale de RDDC, ces documents-là avaient été emboîtés pour les déménager à la nouvelle bibliothèque. Et par accident, certains de ces rapports-là, qui traitent malheureusement de l'histoire de Gros-Îles, ont été envoyés dans les déchets. Le secret entourant ces expériences suscite encore des questionnements de la part des scientifiques. Le docteur Maurice Boissineau, chercheur en infectiologie à l'Université Laval, s'interroge sur ce qu'il est advenu de la production d'anthrax à Gros-Îles. Ce qui me questionne bien plus, c'est pas tellement la façon de produire, c'est qu'est-ce qu'on a fait de ça. Est-ce qu'on s'en est débarrassé de façon appropriée ou on a dompé ça dans un trou ou dans le fond de l'océan? Thomas Stovell, l'un des chercheurs de l'époque, nous donne sa version des faits. Le laboratoire était juste ici, près du quai. C'est moi qui ai nettoyé le laboratoire d'anthrax après la guerre. On m'a choisi parce que j'avais de l'expérience avec les bactéries. Ils avaient besoin de quelqu'un pour stériliser le laboratoire et laver le plancher avec des produits chimiques. J'ai dû revêtir une combinaison et un masque avant d'y entrer. Quant à la production d'anthrax, ils l'ont amené au milieu du fleuve Saint-Laurent. Puis, je me souviens, ils ont mélangé l'anthrax à un solvant et ont laissé le mélange reposer quelque temps. Puis, ils ont jeté tout ça au fond de l'eau. Ces révélations soulèvent de nombreuses questions, surtout lorsqu'on sait que les spores d'anthrax peuvent survivre dans les pires conditions pendant plus de 100 ans. Le Canada, comme d'autres pays, doit faire la lumière complète sur ces travaux. À mon sens, garder le secret aujourd'hui sur les activités de guerre biologique canadienne des années 50-60 n'a plus de sens. Dans l'approche canadienne, c'est qu'elle est très comparable à l'approche française, c'est-à-dire que je pense que c'est deux pays qui n'ont pas forcément beaucoup de choses à se reprocher, mais qui se sont laissés entraîner dans une culture du secret et du mensonge dont il est toujours très difficile de sortir. Tout le monde devrait libérer les archives de cette époque, parce que c'est seulement quand nous connaissons toute la vérité que nous n'avons plus alors à nous fier aux spéculations. C'est seulement à ce moment-là que nous pouvons apprendre pour le futur. Et sans la vérité historique, nous ne pourrons pas y arriver. Nous devons tuer 3 ou 4 millions de jeunes Allemands, sans merci, sans pitié. Churchill y souhaite obtenir 1 demi-million de bombes à l'anthrax. On veut utiliser ces centaines de milliers de bombes à l'anthrax pour éliminer les populations de 6 villes allemandes, et La Chapelle, Wilhelmshaven, Stuttgart, Francfort, Hambourg et Berlin. Il y avait assez d'anthrax à Gros-Îles pour détruire 30 fois la population mondiale de l'époque. Les États-Unis ont entrepris depuis quelques mois leur propre programme de production massive d'anthrax dans les nouveaux laboratoires militaires de Fort Detrick au Maryland et de Vigo en Indiana. C'est à ce moment qu'est venue la commande pour produire 1 million de bombes à l'anthrax. Hitler l'avait interdit en 1942. Même si l'armée allemande, les officiers et les militaires avaient essayé de changer son avis à plusieurs reprises,
Hitler avait formellement refusé toute activité dans ce secteur. 1942 und 1943.